Donc bonjour Fella, bonjour. Bonjour Nadia, donc actualité oblige. Donc, comme Jalia.dz voulait aussi coller à l'actualité, donc on fait notre entrée de classe à Jalia.dz et je suis vraiment ravie d'accueillir Monsieur Zindine Sefedj, qui est spécialiste, entre autres, dans la formation et l'enseignement. Et vous êtes là justement parce que vous avez participé à EduTech, Monsieur Zindine Sefedj. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Arnaud, merci pour cette invitation. Voilà, vous avez un parcours pour le moins très riche et atypique, Oui. mais on va en parler dans un moment. On va parler d'abord de cet événement qui coïncide avec la rentrée des classes, et celui d'EduTech. EduTech qui a cette année aussi, si je peux me permettre, cartonné, Oui. et attiré beaucoup de monde. Cette année, comme les autres années, il y a eu aussi un concours qui a vu aussi l'émergence de trois applications. Vous pouvez nous en parler, Monsieur Sefedj? Vous étiez membre du jury, c'est ça? J'étais membre du jury, j'étais appelé par l'Institut national de la recherche en éducation, l'INRE. On a constitué donc ces membres du jury. J'ai présidé le jury qui a travaillé sur l'évaluation d'une dizaine de projets. Et donc on a fait une préévaluation en mois d'août. Puis, durant le stand, donc on a fait le B2B et on a pu choisir un certain nombre de projets. On a classé les 3 premiers projets, entre autres le projet Iqra, MyQSM pour le médical et Student Back, qui sont les 3 projets primés. Les critères d'évaluation, c'est de voir un peu l'impact de ces technologies dans le domaine de l'éducation. Donc ce qu'on a constaté, c'est que d'abord il y a une prise en charge de la gestion pédagogique et par la suite il y a eu aussi voir un peu l'équipe qui est constituée, la partie innovation liée au système éducatif algérien. En résumé, c'est quoi le contenu des 3 applications? Les 3 applications, Iqra, je pense que c'est l'idée qui est intéressante, c'est qu'il a mis en place un écosystème. Donc c'est une architecture d'un dispositif lié au système éducatif, donc qui permet de mettre en connexion une plateforme qui permet de créer une connexion entre les établissements, les apprenants, les parents d'élèves, mais aussi vers le monde du travail, pour avoir des stages. Et tout ce dispositif, c'est un écosystème. Ce qui manque, c'est beaucoup plus la partie liée au contenu pédagogique, où c'est là où ça nécessite une innovation. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez structuré pour qu'il Voilà. soit... Il faut dire que les startups présenté. reprennent la pédagogie actuelle. Et on ne peut plus enseigner aujourd'hui comme on l'enseignait avant. Le confinement a révélé que nos méthodes d'enseignement, on doit les revoir. Et le digital, il est là pour nous aider à rénover notre pédagogie. Aujourd'hui, c'est une pédagogie interactive qui est nécessaire. Et nous sommes en face d'une génération connectée. Ce n'est pas le cas probablement de tous les professeurs. Donc il y a une fracture intergénérationnelle qui se manifeste et la pédagogie est en otage. Et le conciliateur, le facilitateur, c'est le digital. Donc c'est plus une révolution culturelle qu'une révolution éducative. Le deuxième lauréat, c'était... MyQCM, donc c'était lié au contenu de formation pour les médecins, mais aussi pour les études de pharmacie. Ça aussi, donc ils reprennent des contenus des profs, ils les mettent en situation de production comme dans le domaine de l'audiovisuel. Donc ils filment les professeurs en train de faire Donner leurs cours avec les médias nécessaires, mais ils font des cours d'1 heure, de 30 minutes, 1 heure. Mais on sait que l'être humain ne peut pas se concentrer pas plus de 7 minutes. Il se déconnecte. Moi je pensais Donc, 10 minutes, j'étais un peu large. La moyenne est 7 minutes. On peut aller jusqu'à 13 minutes. Puis on se déconnecte. On se déconnecte. On se Donc, déconnecte. il faudrait revoir là aussi
cette faut, méthode. exactement. Il faut revoir l'ingénierie de production de contenu en introduisant la scénarisation et la médiatisation. Et on fait appel aux techniques cinématographiques pour que l'enseignant devienne auteur de son propre cours, réalisateur de son propre cours, pour atteindre les objectifs d'une nouvelle pédagogie. La troisième application, rapidement. À la back student, donc lui, il a trouvé, il y a un marché réel des corps privés, etc. Donc il crée un espace qui permet d'interconnecter les enseignants et les apprenants. Très bien. Je rappelle, M. Soufedj, juste pour les téléspectateurs, que vous êtes installé entre Valence et Alger. Vous êtes docteur d'État dans l'histoire de l'art moderne et de l'archéologie islamique. Vous avez fait un travail sur la Casbah d'Alger, une thèse détaillée qui est passionnante d'ailleurs. Vous êtes membre du comité aussi sectoriel de l'Institut national de l'éducation nationale. Vous êtes aussi, vous avez 15 ans d'expérience dans le domaine de la formation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Comment vous apportez aussi tout ce savoir-faire pour avancer dans ce domaine, dans le secteur de l'éducation? Alors moi, je me considère comme un pont entre les deux rives de la Méditerranée pour la promotion de notre patrimoine, et j'utilise la formation comme vecteur d'insertion dans notre culture, le patrimoine algérien ou la culture algérienne. Et la formation, pour moi, c'est essentiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus enseigner comme avant. Le confinement a été révélateur de nos insuffisances. Donc c'est une remise en cause de mon enseignement. J'ai commencé à introduire l'enseignement multimédia. On pourrait peut-être voir un extrait de l'enseignement multimédia. Voilà. Les extraits que vous m'avez envoyés hier. Voilà, donc s'ils sont prêts, bien sûr. Voilà. Donc on a commencé à travailler sur la formation des formateurs, en leur apportant les outils innovants pour créer une nouvelle pédagogie. Voilà, donc ça c'est une expérience avec le ministère de l'Éducation nationale où on a pu... Il y a un extrait sonore, donc juste après vous pouvez commenter. Donc cette expérience était liée avec le ministère de l'Éducation nationale, l'Université de la formation continue où je suis donc chargé des technologies de l'information et de la communication au rectorat, et on a pu réaliser 260 cours télévisuels en 3 mois, et avec les techniques d'habillage dans un studio virtuel et avec les techniques de scénarisation où chaque enseignant avait fait ce séquencement. Donc on l'a formé à scénariser son cours jusqu'au petit grain pour pouvoir le médiatiser. Et on a produit des contenus de 13 minutes en moyenne et qui ont été diffusés en 2014-2015 pour les bacheliers de cette époque. Vous avez créé votre plateforme aussi, TechWin. Alors, TechWin est une nouvelle génération de plateformes. C'est dernièrement, voilà, oui, depuis une année, je crois. Voilà, elle est en cours de développement et si vous voulez, c'est pratiquement une plateforme de vidéo interactive. Donc, ça permet avoir une base de données qui introduit des modules vidéo et selon votre situation, selon votre profil, vos besoins pédagogiques, la plateforme vous offre, grâce à l'intelligence artificielle, quelle est la cible des contenus. de ce genre de plateforme? Alors, c'est une plateforme ouverte au monde en réalité. Elle peut concerner notre diaspora, nos enfants
d'origine algérienne qui vivent à l'étranger pour apprendre la langue, pour apprendre l'histoire, pour apprendre la culture, mais aussi pour l'Algérie, pour les personnes qui souhaitent se perfectionner dans tel ou tel module ou dans telle ou telle discipline. Donc c'est à la carte. Donc, justement, en parlant de la diaspora, comment voyez-vous ces ponts construits entre les Algériens qui résident à l'étranger et ceux qui sont ici ou le pays d'une manière générale? Alors justement, l'innovation est dans la pédagogie. Il y a des compétences des deux, il y a les compétences d'un côté comme d'un autre. Dans les deux rives. Et justement, c'est de mutualiser ces compétences. C'est de pouvoir travailler ensemble sur des environnements qui permettent à la diaspora de comprendre un contenu, un cours, selon la culture du pays. Et donc, on ne peut pas importer un cours de mathématiques qui vient d'un pays étranger si on ne lui donne pas le contexte. On apprend à faire une équation, mais en même temps, on apprend une langue. Et les techniques de scénarisation et médiatisation dépassent les problèmes linguistiques. Ça permet à tout individu de pouvoir apprendre ce contenu et de voir les langues comment ils cohabitent. Et c'est l'algérien, son ADN est plurilingue, n'a jamais été monolingue. Donc les richesses des langues sont là pour favoriser cet apprentissage. La langue n'est qu'un vecteur d'une information ou d'une culture. Et c'est ce qui permet justement à nos contenus de l'externaliser. Et c'est comme ça qu'on verra, on pourra faire évoluer notre pédagogie, nos contenus, nos médias, à travers ces ressources humaines qui existent des deux rives de la Méditerranée. Et à propos de rapprochement, le patrimoine est aussi un axe principal dans votre quête de mettre l'Algérie en avant. Et vous avez justement organisé plusieurs expositions, une vingtaine je crois, dont la Route du Sel, qu'on va peut-être avoir un petit extrait. Là, c'est des visites virtuelles. C'est des visites virtuelles. Donc, nous avons maintenant une nouvelle vision de la promotion et la valorisation du patrimoine via le digital. Ça, c'est important justement pour la communauté à l'étranger qui ne peut pas se déplacer. C'est comme ça qu'on peut l'exporter. C'est comme ça qu'on peut rendre accessible notre patrimoine à notre diaspora, mais aussi au monde qui ne connaissent pas notre pays et notre culture. C'est par la méconnaissance de notre patrimoine qu'il y a une méconnaissance d'un pays, de sa société. Donc, grâce au digital, on dématérialise le patrimoine et on le rend accessible. Par exemple, pour l'exposition de Tlemcen à travers les âges, au Centre culturel algérien à Paris, on a amené l'expo, mais on a amené un casque VR qui a permis aux visiteurs de visiter le tombeau de Sidi Boumedienne, comme s'ils y étaient, parce que c'est par immersion. C'est ce qu'on a fait pour l'exposition de Constantine. Et ça, ce digital est un vecteur de promotion de notre patrimoine. Et c'est ma raison d'être un peu de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, moi, j'ai eu deux vies. La première où j'étais à l'étranger, je faisais mes études. Je suis revenu pour enseigner, mais aussi pour travailler dans le domaine de l'histoire de notre patrimoine. Et par la suite, ce deuxième départ est un grand écart pour rester en Algérie, mais aussi à l'étranger. Vous êtes à Valence, en Espagne. Voilà, en Espagne, ce qui me permet de créer ce pont et de pouvoir faire la promotion de notre patrimoine. Donc c'est un déplacement dû au patrimoine. Si je suis de l'autre côté en Espagne, c'est pour la promotion de notre patrimoine. Pourquoi l'Espagne? Parce que nous partageons aussi un patrimoine commun. Et nous avons embelli l'Andalousie par notre patrimoine. Je rappelle que vous êtes architecte aussi. Je suis architecte et scénographe. D'ailleurs, on s'est rencontrés la première fois à l'expo du PANAF en 2009, M. Sfage. 2009, oui. En 2009, c'était une très très belle exposition. Oui. Pour moi, c'est l'exposition qui m'a marqué parce qu'il est difficile pour un architecte scénographe de monter une exposition physique sur le patrimoine immatériel
de l'humanité de l'Afrique. Et donc on a regroupé l'île chez nous, mais aussi un art qui est très diversifié dans l'Afrique. Vous étiez commissaire de cette expo. J'étais commissaire et scénographe de l'exposition qui était à la l'exposition. SAFEX, pratiquement 2600 mètres carrés d'exposition. Et c'est pour ça actuellement vous faites les musées virtuels. Dernièrement d'ailleurs, vous en avez réalisé un musée, c'est ça? Alors, on a fait... Le musée de Bardo, je crois. Bardo, alors, oui. on a fait d'abord le musée virtuel sur les instruments africains qui appartiennent au musée du Bardo, une collection privée qu'on peut voir dans cette illustration exactement. On a fait Constantine aussi à travers les âges, mais le musée virtuel qui a marqué en 2021, c'est le musée de l'artisanat d'art, et qui a permis au ministère du Tourisme et de l'Artisanat de participer à l'exposition universelle de Dubaï. C'est des musées qui ont voyagé. Hein. Voilà, qui ont voyagé. Au lieu de prendre des objets, ils ont pris 2 casques VR et les gens pouvaient même prendre ces objets en mettant les casques et l'objet ne se cassait pas puisque c'était dans le virtuel. Donc ça, c'était une très belle expérience et l'ANART, maintenant, pratiquement chaque année, fait des concours pour l'artisanat d'art. Donc à chaque fois, elle a un musée virtuel du concours de l'année. L'ANART avec qui vous allez peut-être collaborer lors de la foire de Milan, où l'Algérie d'ailleurs est invitée d'honneur, on le rappelle. Exactement. Donc ça va être du 30 novembre au 8 décembre. L'Algérie aura 1000 mètres carrés d'espace pour exposer son patrimoine et ses richesses. Donc, alors, ce qu'on va faire avec l'ANART, c'est qu'on va essayer d'immortaliser ce salon pour qu'il puisse se prolonger virtuellement pendant au moins 2 années et rendre visible cette manifestation au-delà du délai. Et c'est le digital, c'est le virtuel qui permet de le faire. Et ça permet aussi aux Algériens qui ne peuvent pas aller voir cette exposition, ce salon, puisse le faire même en même temps que l'ANART qui est présente sur place. Et le prochain événement sera organisé à Nice. Alors, le prochain événement... Ça sera autour de la Casbah d'Alger, c'est la Casbah d'Alger, c'est mon premier amour, je retourne aux sources, donc mon premier travail, donc je le reprends, j'ai repris la plume pour réécrire cette histoire urbaine. Moi, je travaille sur les quartiers d'Alger du XVIe au XIXe siècle. Et donc, on monte une exposition au Centre universitaire de la Méditerranée à Nice. Oui, ça sera du 3, 4 et 5 octobre. Prochain. Et ça permet justement de la rendre itinérante pour pouvoir découvrir cette exposition. Le dernier aussi œuvre de formation en Algérie, c'est qu'on a formé 35 jeunes architectes, archéologues, des spécialistes dans la communication d'événementiel, du 16 janvier jusqu'à juillet pour créer le premier musée virtuel de Tlemcen. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on verra le patrimoine matériel et immatériel et l'artisanat de cette ville. On terminera sur une publication qui sortira peut-être au Salon du Livre 2024. Il s'agit aussi de la Casbah. Il s'agit de la Casbah. Toujours de la Casbah. C'est une première écriture de cette ville à travers ma thèse, mais je reprendrai ce projet de livre sur la Casbah d'Alger dans un autre cadre qu'on appellera les feuillets d'Al-Jazer pour pouvoir créer, en collaboration d'un partenaire, pour créer ce coffret sur la Casbah d'Alger qui pourrait être un peu un cadeau de notre patrimoine en Algérie, mais aussi à l'étranger. Je vous remercie, M. Sfej, pour ce moment de culture exceptionnel. Merci, en tout cas merci à vous, Madame Bennour. Je pense que votre professionnalisme nous a accompagnés tout le long de notre parcours, des activités culturelles. Et je remercie Canal d'Algérie qui nous a accompagnés
dans nos événements C'est qu'on notre fait devoir. à l'étranger. C'est un plaisir et un devoir, M. Sfedge. Autant de richesses, il faut mettre tout ça en avant et grâce à vous, ce patrimoine restera vivant. Merci. En tout cas, c'est un patrimoine qui est un peu le ciment de la société algérienne. Il y a éducation et culture. Je pense que voilà les deux piliers essentiels pour la promotion et la cohésion de notre société et surtout de lui donner une autre image à l'international. Parce qu'on ne peut être connu qu'à travers notre patrimoine, notre culture. Donc, plus on l'exporte, plus on le rend visible et accessible et interactif, mieux c'est pour notre pays. Merci beaucoup, M. Sfedge. Je vous dis à très bientôt, j'espère, dans d'autres Inch'Allah. occasions, peut-être d'autres musées et d'autres événements. On continuera À très à voyager bientôt. virtuellement. À vous, Merci. Radia.